Parlons de football. Et on a décidé de prendre un petit peu de recul après la défaite de l'équipe nationale marocaine pour essayer de comprendre, essayer d'analyser, essayer de voir différentes choses et essayer aussi de comprendre le football africain. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Pour en parler, je reçois Oussama Ben Abdallah. Vous êtes journaliste sportif bien connu au Maroc et on va avec vous essayer d'approfondir cette question. Vous étiez en Côte d'Ivoire, vous êtes revenu avant-hier, hier même. Donc voilà, donc vous avez eu le temps de vous reposer un petit peu seulement parce qu'on vous a beaucoup sollicité. Et puis donc vous allez tout nous raconter de tout ce que vous avez vécu sur place, y compris votre voyage parce que ça a été assez épique. Et alors Oussama Ben Abdallah, d'abord vous êtes donc rentré de Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé, vous disiez hier. Comment s'est passé votre voyage? Parce qu'il y a plein de gens qui auraient voulu partir, qui ont compris que c'était compliqué. C'était compliqué de revenir aussi. Hein. Là, c'était compliqué parce que Saint-Pedro se trouve à 330 km d'Abidjan et donc sur une route nationale, il faut 6 heures de route. Donc nous, on est sortis de Saint-Pedro le mercredi à 17 heures pour arriver à l'aéroport d'Abidjan à 23 heures. Mm-hmm. Et on a attendu l'avion qui décollait à 4h15 du matin. Et on était là à 9h. Non, c'est pas si loin, mais il n'y a pas d'aéroport international sur Saint-Pedro. Ouais. C'est-à-dire pour les équipes qui ont joué à Abidjan, c'est beaucoup plus facile. Ouais. D'Abidjan à Casa, il y a 3h40, 3h45 de vol. 140 journalistes étaient présents sur place, Oui. Des journalistes marocains. Oui. Ça fait C'est du un monde. record. Ça fait du monde, c'est un record. C'est un record. C'est- Dans 12 filles, ça très vaut bien. le coup de le C'est signaler. très bien. C'est- La prochaine fois, il y aura peut-être la moitié. Mais... Exactement. La moitié dans 30 ans. Mais, oui, non, mais même. Mais c'est pas mal, c'est pas mal déjà. Possible, mais Pas c'est mal, déjà, pas mal. très très bien. Ouais. Beaucoup donc de journalistes, c'est parce que l'équipe nationale marocaine attire beaucoup maintenant, de plus en plus. L'équipe nationale marocaine, n'en déplaise aux gens qui sont déçus, et je les comprends, aujourd'hui est la meilleure équipe d'Afrique. Ouais. Alors des gens vont me dire que celui-là il est fou, il vient après une élimination contre l'Afrique du Sud nous dire que le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique. Oui, le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique, même si elle a perdu mardi contre un club. Face à nous, pour gagner ce match, il aurait fallu peut-être plus d'intensité en première mi-temps, plus d'efficacité aussi sur les situations qu'on a. À ce niveau-là, le peu d'occasions qu'on a, il faut en profiter. On ne l'a pas fait. Le but nous a fait rentrer dans le match, malheureusement. On a reconnu une autre équipe. C'est créé beaucoup de situations, pas beaucoup de réussite. Le penalty arrive à un moment important pour nous. Malheureusement, on l'a loupé. Ça a mis, je pense, un coup derrière la tête des joueurs. Et voilà, félicitations à l'Afrique du Sud. Nous, j'espère que les joueurs ils vont apprendre, surtout les jeunes. Je porte la responsabilité, bien sûr, de cet échec. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Sur mes choix de jeu, sur mes choix de joueurs. Moi, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils m'ont suivi, ils ont donné le maximum. Dommage, parce que je sentais qu'on pouvait être capable de ramener cette coupe à la maison. C'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises. On a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents. On s'est adapté. Il y a des jeunes qui sont rentrés. Et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. C'est très important ce qu'il vient de dire le sélectionneur marocain. L'analyse du match, est-ce qu'il a tout compris? C'est une analyse assez... C'est factuel. C'est factuel, c'est-à-dire même quelqu'un qui connaît un petit peu le foot va faire la même analyse. Maintenant, moi, j'ai deux observations. Ouais. Par rapport à ce qu'il a dit lui. Ouais. Déjà, il porte la responsabilité, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, porter la responsabilité, c'est démissionner. Démissionner le jour J, le jour même, et laisser le bureau fédéral te maintenir. Tu aurais recréé une deuxième légitimité qui est très importante pour la suite. Surtout qu'on a la CAN à organiser chez nous. Ça peut pas se faire la semaine prochaine parce qu'on sait qu'il y a des réunions qui sont prévues la semaine prochaine. Non, moi, voilà, et ça pouvait pas attendre une semaine. On pouvait pas prendre du recul. Il fallait le faire à chaud. Bah oui. Déjà, je promets de démissionner si je suis pas dans le carré final. Je démissionne avant de parler déjà. Ouais.
Pour moi, ça, ce sont mes valeurs. Moi, Parce que avant, il avait dit l'objectif, c'est clairement d'être dans le dernier carré. Il a dit si je ne suis pas dans le dernier carré. Il ne l'a pas dit seulement une fois, il l'a dit en conférence de presse, il l'a dit chez Canal+, il l'a dit chez l'équipe, il l'a dit partout. Ouais. Donc il n'a pas arrêté de le dire. Maintenant, d'après mes sources, il sera maintenu. Alors, attendez, Non, parce que... je continue l'info. Oui. Il sera maintenu, il y aura une conférence de presse la semaine prochaine, Oui. avec le Fouzi Rja, les deux en même temps, Pour acter, sa prolongation et enfin, parler... ou son maintien, du moins. Non, c'est sûr. Et moi, je suis pour son maintien. Oui. Parce qu'on m'a mal compris. Moi, quand je dis qu'il doit démissionner, il doit démissionner pour être maintenu. Pour relégitimer. Pour relégitimiser. Exactement. Ouais. Et ça, c'est parce que après, on ne le croira plus. C'est indiscutable. Je lui donne un conseil. Moi, je le tutoie, je lui donne un conseil. Ouais. Walid, acte ta démission et attends la décision du bureau fédéral. Et si le bureau fédéral te maintient, tu auras une légitimité parce que c'est lui qui portera la responsabilité future et tu auras une légitimité nouvelle pour poursuivre ton travail. Ça, c'est un problème de principe chez moi. Ouais. Deuxièmement, quand il dit qu'on n'a pas mis l'intensité nécessaire en première mi-temps, c'est lui. C'est personne d'autre. Mais il dit qu'il l'assume. Parce que qu'il a fait des mauvais pourquoi choix. Déjà, pourquoi déjà, dès les premiers matchs, le premier match était facile. On a marqué le deuxième but et c'était facile, surtout après le carton rouge du joueur tanzanien. Mais le deuxième match et le troisième match, dès qu'on marquait, on laissait la balle aux autres pour jouer notre 4-1 du Qatar. Sauf que les autres n'ont pas le même niveau que la Belgique et l'Espagne et le Portugal. Ils n'ont pas la capacité de maintenir la balle. Donc ils te rendaient la balle, toi tu marchais. On a dit qu'ils gèrent les efforts pour le deuxième tour. Deuxième tour, tu n'as pas à gérer les efforts, tu dois marquer d'abord avant de laisser la balle. Et en première mi-temps, chaque fois qu'on accélérait, on était devant les buts sud-africains. Vous pouvez revoir la première mi-temps. Chaque fois qu'on accélérait un petit peu, on était devant les buts. Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait On ramenait toujours la balle à Saïs pour baisser le rythme. C'est nous qui baissions le rythme exprès. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Non. Parce que tu laisses l'équipe adverse prendre confiance et première occasion, ils te mettent le but. Ouais. Comme contre le Bénin en 2019. Moi, ça fait 20 ans que je fais les Coupes d'Afrique, c'est toujours la même histoire. Le Marocain ne sait pas être favori. Le Marocain ne gagne qu'en outsider. Revenons à Walid Regragui, si vous le voulez bien. C'est quelqu'un qui a porté au nu l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui est devenu un héros national après la performance de l'équipe au Qatar, en Coupe du Monde. Finalement, on a découvert qu'il n'était pas infaillible. Ça lui enlève rien, hein, évidemment, à ses qualités. Non, mais on a découvert que c'était ça quelqu'un qui rejoint n'était pas exactement ce que j'ai dit. Il nous a porté au nu quand on était outsider. Ouais. Maintenant, on est 4e du monde. Il fallait savoir endosser le costume. Il fallait favori. dire depuis un an, je suis le favori. J'espère qu'il va le dire pour la prochaine CAN. Alors, si la prochaine CAN au Maroc, on n'est pas favori, on n'a pas à la jouer. On est les favoris. Déjà, tu mets dans la tête des joueurs qu'ils sont les favoris. Ça change complètement la donne au niveau psychologique et mental. On est les favoris. On va imposer notre jeu. On va gagner. Mais si on n'est pas favoris, on va jouer de la même manière qu'au Qatar, on va attendre les autres, mais les autres, on les attend. Même quand ils sont faibles, ils prennent confiance. Donc on est les favoris. Et cet habit de favori, on doit enfin l'endosser. Mais est-ce que ça s'est plus joué dans les têtes que sur le papier, si j'ose dire? C'est-à-dire qu'au niveau tactique, il n'y avait pas eu d'évolution de la façon dont l'équipe du Maroc a joué, pas d'évolution. Donc finalement, c'était facilement lisible par les autres équipes. C'est ça aussi le problème. Il n'y a pas eu d'évolution parce qu'on n'a pas voulu faire l'évolution. On s'est dit qu'on est pas avec ce système de 4-1-4-1 qui était exceptionnel en Coupe du Monde, on va gagner tout. Non. On doit avoir au moins une deuxième variante de jeu. Surtout qu'on a les capacités pour. On a des joueurs très bons techniquement avec le ballon. On doit trouver une variante avec possession de balle. Et on a ces moyens. Maintenant, s'il y a des joueurs qui sont exceptionnels en 4-1-4-1 et qui peuvent ne pas être aussi bons, on n'a qu'à les changer. De toute façon, le football, c'est comme la politique, c'est la science du jour. On a beaucoup dit des Lions de l'Atlas qu'ils étaient partis à 27 pour cette CAN et que le banc, c'est-à-dire les remplaçants, était bien meilleur que ceux qui étaient au Qatar. On ne les a pas vus?
Ben, on ne les a pas vus parce qu'on leur a pas. Déjà, moi, au début, je croyais qu'il allait donner plus de responsabilité à Bilal Khannous. Bilal Khannous qui a gagné la Coupe d'Afrique. Quand il a donné la responsabilité à Zelzouli, je croyais que même Bilal Khannous va jouer à la place de Amel dès le début, qu'il aurait le temps de jeu et qu'il aurait performé au fil des matchs. Déjà, lors des deux premiers matchs, il fait les mêmes changements, alors que les scénarios n'étaient pas le même. Le premier match, on gagnait 3-0. Le deuxième match, on devait chercher le deuxième but. Troisième match, il nous fait rentrer de nouveaux joueurs. On ne peut pas les juger. Après, dès le quatrième match, il enlève tout le monde pour revenir à son équipe type. Quel message tu donnes à ces nouveaux joueurs? Ben, je t'ai fait rentrer rien parce que j'étais qualifié pratiquement. Mais le patron, c'est celui qui est resté à la tribune. C'est un mauvais message. Non, c'est un message C'est un message troublant. qui ne tient pas compte de la méritocratie. D'accord. Si tu me fais rentrer, je joue bien, je dois continuer. C'est ça. Il n'y a pas de sentiment dans le football. Il n'y a pas de sentiment. Sinon, s'il y avait des sentiments, Messi jouerait toujours au Barça ou je sais pas, Platini serait toujours le capitaine de l'équipe de France. Il a tellement donné à la France qu'il doit jouer, mais ça y est, c'est un moment, il ne peut plus jouer. Donc, cette cruauté de légitimité, cette cruauté dans le football, elle est là. C'est le football. Tu étais le meilleur, tu n'es plus le meilleur, tu vas au banc. Et quelqu'un d'autre va devenir meilleur. On ne peut pas garder les mêmes 11 qui ont gagné au Qatar ad vitam aeternam. C'est pas possible. On les aime, on les adore. Moi, j'aimerais ces joueurs et j'aimerais Walid jusqu'à la fin de ma vie. C'est indiscutable. Ils m'ont fait vivre un rêve incroyable que j'ai jamais pensé vivre un jour avec l'équipe de Maroc. Mais pour continuer, on ne doit pas recréer un Belmadi au Maroc. C'est comme ça que les Lions de l'Atlas deviendront une très grande équipe? Ce n'est que comme ça qu'en arrivant à mettre l'habit du favori. Est-ce qu'on n'est pas un peu cruel avec cette équipe? Je veux dire, voilà, des sélections nationales qui ont eu des succès magnifiques et qui ont eu des défaites presque pitoyables. Il y en a plein à travers le monde. Surtout au Maroc. Toutes les équipes marocaines ont fait un petit tour d'histoire, si vous le permettez. Oui, bien sûr. On a performé en 62 en jouant pratiquement à part égale avec l'Espagne. Après, on a été absent jusqu'au 70. On va en Coupe du Monde 70, on a été absent des Coupes d'Afrique jusqu'au 76. On gagne la Coupe d'Afrique en 76, on a été absent jusqu'au 86. Après le Mondial, on a raté 2 Coupes d'Afrique, dont l'une chez nous en 88. On s'est retrouvé qu'en 98, et depuis 98, on s'est retrouvé qu'en 2004. On n'a jamais su gérer, dans notre histoire, les lendemains des victoires. Jamais. Parce que les lendemains des victoires... C'est ça le défi. Parce que le lendemain des victoires exige bien sûr d'être favori. Ouais. On ne peut pas se cacher. Et c'est ça le problème de toute l'histoire du football marocain. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, on ne sait jouer qu'en étant outsider. C'est malheureux. C'est-à-dire on doit reconnaître que l'équipe en face est meilleure que nous pour donner le meilleur de nous-mêmes et la gagner. Mais quand on regarde les autres équipes qui étaient, disons, des grandes écuries de cette CAN, qui ont aussi été éliminés, battus, voire parfois humiliés. Est-ce que c'est pas aussi symptomatique de ce cas particulier, de cette Coupe d'Afrique des Nations particulièrement? Il y a toujours eu des surprises maintenant. Parce que là, il y en a beaucoup quand même. Les 2 grosses surprises, honnêtement, c'est l'élimination du Sénégal et du Maroc. Oui. Parce que l'Algérie... Non, mais il y a l'Égypte aussi. Moi, l'Égypte n'a pas une bonne équipe. Moi, je suis assez d'accord avec Ounahi. L'Égypte, ils ont tiré le maximum de leur capacité à travers l'histoire. Honnêtement, on est nettement meilleur que l'Égypte, techniquement, tactiquement, tout ce que vous voulez. Mais quand on voit aujourd'hui des équipes qui sont toujours en lice, comme je prends le Mali par exemple, le Cap-Vert, c'est quand même des équipes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver comme ça dans des... Le Cap-Vert, depuis quand même 2013, il est revenu à la... D'ailleurs, le Cap-Vert, ils étaient quart finalistes lors de la dernière Coupe d'Afrique. Le Mali, ils ont un mal chronique. Ils ont toujours eu de grands joueurs, ils ont toujours de belles équipes, mais ils n'ont pas la personnalité nécessaire pour aller plus loin. Ouais. Maintenant, si vous voulez, on peut toujours parler de surprise, mais le football, c'est la science du jour. Donc... ce sont de ces équipes-là que sortira le prochain vainqueur.
Ouais. J'espère que ce ne sera pas ni le Nigeria ni la Côte d'Ivoire pour avoir un beau vainqueur. Parce que le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont déjà gagné cette coupe. J'espère qu'il y aura un pays qui n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations pour donner à cette Coupe d'Afrique un aspect plus sympa. Maintenant, pour moi, les grosses surprises, c'est la sortie du Sénégal et du Maroc, honnêtement. C'est les deux meilleures équipes d'Afrique qui sortent en huitième de finale. C'était la finale annoncée, le Sénégal-Maroc. Oui. Et je peux dire qu'on a les mêmes circonstances, avec la même logique d'entraîneurs, qui font partie de la même école, Aliou Cissé et Walid Regragui. Oui. Et c'est ça aussi le problème. Ben, le Sénégal ont tellement dominé le premier tour que peut-être qu'ils se sont vus plus beaux et ils se sont vus déjà en finale. Et ils n'ont pas mis l'intensité nécessaire pour battre cette équipe. Et c'est ça justement la nuance qu'il faut savoir garder. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous nous dites le Maroc doit savoir endosser son costume de favori, ouais. mais en même temps, il ne faut pas se voir trop beau que ce qu'on est. Non, mais costume de favori, ça ne veut pas dire se voir trop beau. Parce que se voir trop beau n'a aucun sens dans la vie, déjà. Bien sûr. Dans la vie, pas seulement dans le football. Par contre, assumer son rôle de favori, c'est au moins faire le nécessaire pour dominer le match. Alors là, si tu domines le match, tu perds, tu n'y peux rien. Ça, c'est le football. Mais qu'on ne donne pas la balle, qu'on ne joue pas avec une tactique attentiste. C'est ça ce qui m'a dérangé contre l'Afrique du Sud. Oui. Pourquoi attendre l'Afrique du Sud ? Mais se voir plus beau n'a aucun sens dans la vie. Revenons sur les choix tactiques. Oui. Est-ce que, puisque dans cette équipe marocaine, il y a des cadres, des incontournables, on le dit pour certaines équipes en Europe, pourquoi est-ce que, éventuellement, des piliers de cette équipe nationale n'ont pas objecté, n'ont pas formulé des objections sur les choix tactiques? Ben, je sais pas. Parce qu'ils étaient sûrs d'eux. On était loin de l'équipe nationale. Ouais. Je sais Alors pas justement, si, ça c'est je sais pas intéressant. si Saïs discutait avec Walid ou pas. Ouais. Ben, les cadres, c'est Saïs, c'est Hakimi, c'est Ziyech, c'est Bounou. Ce sont les Parce cadres. qu'ils auraient pu dire à l'issue des 3 premiers matchs, bon, il faut peut-être Maintenant, il faut attaquer. Il faut peut-être changer quelque chose. Il faut attaquer. Il faut arrêter d'attendre les autres. Maintenant, le fait d'attendre les autres lors du premier tour était compréhensible parce qu'on gérait notre fraîcheur. Ouais. Mais dès les phases finales, il faut y aller. On était très loin. Moi, j'ai 3 axes de réflexion sur lesquels on doit s'améliorer. Ouais. Premièrement, on en a parlé, l'axe tactique où il faut avoir une autre variante de jeu que le 4-1-4-1 qui était valable contre les équipes censées être plus fortes que nous sur le papier. Ça, c'est tactique. Après, il y a eu une surprotection anormale de l'équipe du Maroc en Côte d'Ivoire. On a la fédération... Parce que vous étiez là-bas, vous avez vu Oui. des choses que vous n'aviez jamais vues ailleurs. Ah, c'était trop. Ailleurs, avec Renard, on allait à l'entraînement chaque jour, en Égypte. On était beaucoup plus proche de l'équipe du Maroc. Aujourd'hui, la fédération, en croyant à juste titre elle a la meilleure équipe d'Afrique, elle devait contrôler tous les paramètres. Et en voulant contrôler tous les paramètres, elle a surprotégé l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc était dans une bulle immune, à l'intérieur d'un hôtel, où même la route juxtaposée à l'hôtel était fermée aux voitures. Et elle ne sortait de cette bulle que pour jouer les matchs. Et ça a donné l'effet inverse. Ça veut dire que les joueurs, et même le staff, n'a pas senti Du tout. l'atmosphère autour de cette CAN. Du tout. Moi, j'aurais aimé que les ivoirienne, voilà. Moi, j'aurais aimé que les joueurs sortent. Et ça, c'est important. Le lendemain des matchs, que l'un d'eux attrape une maladie, que l'autre mange et attrape une diarrhée, qu'on vive vraiment les conditions africaines. Ça aurait donné plus d'allant à cette équipe nationale. Moi, je suis convaincu. Peut-être que je divague. C'est une thèse. C'est pas la réalité. Non, mais c'est votre opinion. C'est une thèse. C'est une thèse parce que à un certain moment, tu te dis pourquoi ça marche jamais en Afrique. Ben, on était surprotégés. On peut pas contrôler tous les paramètres dans une entreprise, dans un objectif. C'est pas possible. On doit laisser des paramètres à la nature pour pouvoir être plus adapté avec la nature. Ça, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En fait, est-ce que ça c'est la question qu'on se pose, est-ce que ça aurait pu les rendre un petit peu plus performants que de savoir où est-ce qu'ils jouaient et où est-ce qu'ils étaient? J'en suis convaincu.
Rachid. J'en suis convaincu. Ouais. Parce que toutes les équipes ont joué en Côte d'Ivoire, sauf le Maroc. Il a joué dans une bulle en Côte d'Ivoire. Dans une bulle en Côte d'Ivoire. Et à tellement vouloir les surprotéger, on a fini par escompter l'effet inverse, malheureusement. C'est ça, c'est un débat important même pour la CAN à venir. Pour la CAN à venir, l'équipe nationale doit vivre plus proche de son peuple au Maroc. C'est un conseil vraiment que je donne à la fédération. Est-ce qu'il y a un risque en poursuivant comme ça de la surprotection, comme vous dites, de l'équipe nationale? Est-ce qu'il y a un risque de séparation avec les supporters? Indiscutable. Indiscutable. D'ailleurs, moi, ma question sur l'amour, c'était pas l'amour. Oui, alors on va rappeler, vous avez posé une question à Walid El Agragui en conférence de presse sur l'amour. Je voulais lui dire, pour entretenir l'amour, laissez-nous vous voir pour pouvoir vous aimer. Ouais. On ne peut pas vous aimer sans vous voir, c'est pas possible. L'amour, ça s'entretient à deux, l'amour. C'est force d'être aussi loin de nous, on va finir par ne plus les aimer. Et on va finir par les attendre au tournant. C'est ce qui se passe pour pas mal de gens au Maroc aujourd'hui. Ouais. Ils attendent l'équipe nationale parce qu'ils ne se sont pas investis dans la même mission. Et la surprotection qu'on a vécue en Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais vécue, honnêtement. On dit que j'ai couvert. Si je reprends un petit peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, en gros, l'équipe nationale marocaine ne voulait pas se comporter en favori, mais avait tous les paramètres du favori, c'est ça? Exactement. Exactement. Et ils voulaient leurrer les gens comme quoi ils n'étaient pas favoris alors qu'on leur personne. Tu ne peux pas sortir d'une Coupe du Monde, Coupe mondiale, en étant en 4e position pour dire à qui veut l'entendre que tu n'es pas favori dans une Coupe continentale. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Le fait, parce que justement, elle a fait cette performance au Qatar, est-ce que c'est pas aussi un handicap quelque part? C'est-à-dire naturel qu'on veut abattre le meilleur. C'est légitime pour les autres. C'est à nous de nous protéger en conséquence, en s'habillant en favori. Est-ce qu'il y avait des indices de ça? Est-ce qu'il y avait des indices sur les matchs qui ont été disputés avant la CAN? Honnêtement, moi si vous revenez à 19h55 le mardi, je vous dirais que le Maroc va gagner facilement. Honnêtement, moi, je n'ai ressenti aucun indice. Moi, personnellement, peut-être que je suis trop optimiste par nature. Mais pour moi, le premier tour, avec tous ces défauts... Parce que tous les Marocains pensaient ça, et même au-delà du Maroc, tout le monde pensait que le Maroc allait s'en sortir. Gagner, moi je le pense. Je ne peux pas venir aujourd'hui pour dire le contraire. Certains avaient évoqué même des scores gigantesques. Moi, je crois qu'on joue normalement avec l'Afrique du Sud, on gagne 3-0. Est-ce que c'est pas ça le problème aussi? Trop de certitudes. Trop de certitudes sans les assumer. C'est ça le problème. Les certitudes, ils sont. Je suis sûr on rejoue contre l'Afrique du Sud dans un monde... Parce que ça reste du football, ça reste aléatoire. C'est sûr, c'est la beauté du football. Il y a le facteur X qui intervient là-dedans. C'est-à-dire pas grand-chose, finalement, qui peut faire une grosse différence. Hakimi marque son penalty, on gagne le match. Ça se joue à quelques centimètres, bien puisque sûr. ça aurait pu être sous la barre. Bien sûr. Non, ça c'est la cruauté du football qui en fait le sport le plus populaire au monde, parce que si le football était scénarisé, il n'aurait pas eu le même effet. Est-ce que les supporters sont pas un peu cruels là aujourd'hui avec cette équipe? C'est humain, mais ça va passer. Je suis sûr qu'ils adorent leur équipe nationale, je suis sûr qu'ils oublieront, je suis sûr qu'ils seront présents lors des matchs amicaux de mars. On peut oublier cette CAN sans oublier le mondial? Il ne faut pas oublier le mondial c'est un rêve. Mais que les supporters soient cruels. Parce que quand on attend trop de quelque chose, on est forcément plus déçu. C'est humain. Si on n'attendait rien, on ne serait pas déçu. Moi, j'ai pas dormi. Après le match, j'ai pas pu dormir parce que je me dis, si avec cette équipe-là, on ne gagne pas la CAN, je vivrai pas. Mais vous étiez sur place avec des supporters marocains qui avaient fait le déplacement, parfois des périples incroyables pour arriver jusqu'à San Pedro. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, eux? Ils disaient n'importe quoi parce qu'ils étaient déçus. Quand tu es trop déçu d'une relation amoureuse ou d'une relation professionnelle on a une relation affective avec cette équipe nationale. On sort n'importe quoi. Je les entends même pas, je les comprends. On va dans tous les sens, on évoque encore le joueur local, on évoque encore le manque d'engagement des joueurs, alors que c'est pas vrai. Ils ont joué jusqu'au bout. On manque. Parce que des joueurs, on en a vu marcher sur le terrain souvent. On évoque tous les trucs évocables. Et moi,
C'est pour ça que jamais je fais de vidéo ni je donne d'impression après un match aussi cruel. Jamais. J'attends toujours le lendemain. Pour prendre un petit peu de recul et puis pour avoir l'esprit un peu plus lucide. Je serai tout sauf cartésien le soir même. Ouais. Et j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens qui insultaient, j'ai vu des gens... C'était compliqué dans les esprits. Qui remettaient en cause même leur amour pour l'équipe nationale. Des gens qui disaient que si on avait amené l'OWA, qu'elle aurait gagné l'Afrique du Sud. Tout était permis. Tout était permis, moi je l'accepte, moi. Maintenant, il n'a pas un chacon blanc. Il y a la CAN qui arrive au Maroc. Avant, ce ne sera pas lui le responsable, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. Pour une équipe qui a les moyens d'aller trop loin. Mais justement, le fait que cette équipe nationale ait été stoppée aussitôt dans cette CAN en Côte d'Ivoire, est-ce que finalement, ça ne laisse pas une marge de progression pour la CAN marocaine qui aura lieu en 2025 ? Bien sûr, ça laisse. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien ? Forcément, et de toute façon, dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, heureusement. Ouais. Sinon, la vie ne servira à rien. Donc, forcément, on va essayer de chercher des axes de développement. On en a parlé, 2 axes de développement sont très importants pour moi. La surprotection des joueurs. Et la variante tactique. Je pense qu'on va chercher la variante tactique. Les joueurs eux-mêmes aussi. Non, je pense que les meilleurs joueurs, honnêtement, les meilleurs joueurs qu'on a, ils ont été avec Walid. Est-ce que vous pensez qu'ils seront peut-être Brahim Diaz, qui a promis de venir après la CAN, donc vu son statut au Real Madrid et son niveau, je pense qu'il sera le bienvenu, mais par Brahim Diaz, je vois pas de joueur oublié, honnêtement. Moi, personnellement, je vois aucun joueur oublié. Quand on a vu l'évolution des Lions de l'Atlas face à l'Afrique du Sud, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de manques. On voyait régulièrement, à la télévision du moins, on voyait régulièrement Ziyech blessé qui était dans les tribunes, et on s'apercevait finalement qu'il manquait beaucoup sur le terrain. Est-ce que s'appuyer comme ça sur quelques joueurs, c'est pas dangereux ? Sur le 4-1-4-1, il y a des joueurs indispensables. Comme Ziyech, comme Amrabat, comme Nseri, qui décrit aujourd'hui... Du coup, quand ils sont pas là, ça déséquilibre toute l'équipe. Ça déséquilibre le système, pas forcément l'équipe. C'est pour cela qu'il faut chercher une autre variante de jeu, avec des joueurs qui possèdent plus la balle. Ziyech, sa force, c'est que déjà, il a formé un trio magique avec Ounahi et Hakimi, un trio exceptionnel. Et en plus, il est capable de sauter les lignes pour te donner une passe directe face au but. Ce qui n'est pas le cas de Adli, qui a d'autres qualités. Donc Adli, qui prend la place de Ziyech dans le même système, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc forcément, on n'aura pas le même jeu. Ziyech, ceux qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs du football, et c'est mon cas, mais qui ont regardé tous les matchs jusqu'ici, parce que c'est quand même intéressant de regarder ça. Puis il y a quand même il se passe un petit peu quelque chose quand on regarde les matchs. On s'est aperçu qu'il y avait quand même un manque de réussite incroyable de la part des Marocains. Ça, c'est la pression. Alors, ça, c'est quoi, justement ? C'est la pression, ou alors est-ce qu'il manque le joueur qui fait la différence quand il est devant lui, il marque ? Ces mêmes joueurs qui ont raté des occasions lamentables marquent dans leur club. Des occasions plus difficiles. Donc ça veut dire que la cause, c'est pas le joueur. La cause, c'est le mental. Et cette cause ne peut être qu'une surpression incroyable. Mais c'était pas forcément que le cas face à l'Afrique du Sud. C'était le cas aussi auparavant. Même contre la RDC. Même contre la RDC, il y y avait moyen de marquer 5-6 buts. En première mi-temps déjà. En première mi-temps. Même contre la Zambie. Et ce manque d'efficacité ne peut être dû, j'en ai parlé à pas mal de psychologues et de sociologues, ne peut être dû qu'à une surpression anormale. Et pourquoi ? Il a tellement peur de rater qu'il finit par rater. Mais d'où elle vient cette pression ? Parce que c'est intéressant. Elle vient du poids que porte sur ses épaules l'équipe nationale marocaine. Donc, tu es là pour gagner la Coupe d'Afrique. On a augmenté la pression en les surprotégeant, et ça a donné l'effet inverse. Il fallait les laisser vivre plus spontanément. Il ne fallait pas essayer de maîtriser tous les paramètres. Il y avait une pression énorme. Les buts qu'a raté Amin Adli sont anormaux.
qu'il marque des buts beaucoup plus difficiles avec Leverkusen. Ouais. Les buts qu'a raté une série de la tête, son point fort, c'est anormal. Ouais. Les buts qu'on raté tous. Mhm. Zezouli, on a à un moment, il était en première mi-temps face au gardien. Ouais. Et au lieu de tirer, parce qu'il a tellement peur de tirer, il fait une passe, bizarre, complètement ouais. à gauche. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez Ouais, de je cette me souviens très action. Alors vous n'allez pas me dire qu'Ounahi ne sait pas tirer. Il Ouais. marque des buts de cette distance avec l'OM. Ouais. La peur de rater. La peur de rater. La peur de rater. Comme il existe la peur de gagner. La peur de gagner. La peur de rater va amener la peur de gagner. Ouais. Forcément. C'est pas parce qu'il y avait aussi cette peur de gagner et cette peur de rater que finalement le penalty face à l'Afrique du Sud a été confié à Hakimi. Parce que les autres étaient trop fébriles. Non. Il y a un joueur qui a pris la balle. Naïf Akkad, il a pris la balle. Vous pouvez revoir les images. Il a pris la balle et même Harit Amin voulait tirer le penalty. Ouais. D'ailleurs, c'est Walid qui a tranché en faveur de Ouais. Hakimi. Ce but- Hakimi n'est pas forcément allé dès le début. Ce penalty, s'il était rentré, aurait pu débloquer quelque chose. Complètement. Ouais. Complètement. On les aurait bouffés. Complètement. Moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est ça. Non, après c'est la loi du sport et on peut pas refaire le match éternellement, évidemment. Mais c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe finalement dans la tête des joueurs. Et cette pression, est-ce qu'elle vient pas aussi des supporters ? Forcément. Forcément. Parce que C'est trop lourd à porter. plus tu augmentes, c'est trop lourd, mais il faut donner les ingrédients nécessaires pour l'enlever. Et les ingrédients, la philosophie de la fédération et de Walid n'a pas marché. Mhm. Donc il faut chercher d'autres ingrédients, chercher d'autres artifices pour enlever cette pression qui va exister, qui va être pire au Maroc, la pression. Il y a quand même une énorme différence entre jouer en Europe, parfois même dans des grands clubs, et jouer en Afrique. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Justement, alors du coup, on a entendu pas mal de voix qui reprochent quelque part au Maroc d'avoir été trop chercher des joueurs qui jouent en Europe. Le Maroc n'a pas cherché. Le Maroc cherche les meilleurs joueurs qui ont le passeport marocain. Et il s'avère que les meilleurs joueurs qui ont le passeport marocain jouent en Europe. L'Europe, c'est Et dans le championnat marocain, il n'y en avait pas suffisamment. Pas du même niveau. Donc est-ce que c'est logique et légitime de prendre quelqu'un qui a un moins bon niveau rien que parce qu'il joue en championnat local? Là, on rentre dans le système des quotas, qui n'a aucun sens dans le Oui, football. bien sûr. Mais pas mal de joueurs locaux qui ont fait de bonnes formations et qui ont fait de bonnes carrières aujourd'hui se trouvent titulaires dans cette équipe. Bouno est issu du football local, Ounahi est issu du football local, Ansari est issu du football local, Kaabi est issu du football local, Atiyatullah est issu du football local. On ne peut pas dire que toute l'équipe est formée de joueurs binationaux qui sont nés en Europe. C'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Ah non, j'ai pas parlé de binationaux. Non, ça c'est important. Je parlais de joueurs qui jouent en Europe. Là, ça, c'est un débat important, Ouais. binationaux. Bien sûr. C'est un débat très important. Donc aujourd'hui, c'est l'équipe du Maroc, même les joueurs méritants qui ont eu la chance de fréquenter soit l'Académie Mohamed VI, soit un bon centre de formation ou Kombouno ont souffert pour arriver à ce niveau, ils ont retrouvé leur place en équipe du Maroc. Donc aujourd'hui, le problème, c'est Donc pas un tout est problème. possible en fait. C'est Tout pas, est possible. C'est pas Moi, une je suis question sûr. d'où Pas du on tout. vient. Non, mais toute l'équipe du Brésil joue en Europe. Pourquoi? Toute l'équipe d'Argentine joue en Europe. Pourquoi? Alors que c'est eux qui ont créé le football. Ouais. Parce que c'est en Europe où ça se passe, qu'on le veut ou non. C'est en Europe où il y a les meilleures, les méthodes les plus modernes d'entraînement, d'encadrement, d'argent. C'est là où on a l'argent. Moi, je comprends. Même l'équipe de France, si on enlève le PSG qui joue à un haut niveau, mais tous les jours joue ailleurs que la France. Est-ce que c'est normal? Ben oui, parce que ce sont les meilleurs. Ouais. Ils ne jouent pas parce qu'ils jouent en Europe, parce qu'ils sont les meilleurs. Et moi, je suis convaincu, je le dis encore une deuxième fois, quitte à blesser des gens, que Walid a pris les meilleurs possibles. Moi, j'ai jamais été aussi d'accord avec une liste qu'avec cette liste des 27. Mais quand on regarde l'Afrique du Sud qui a battu le Maroc, avec, je crois qu'il y avait 7 joueurs sur le terrain, 9 joueurs sur le terrain qui appartiennent au même club. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais Ils ils ont n'ont pas le l'habitude choix. d'évoluer. On n'a pas de joueur valable en Europe. On n'a pas le choix. C'est la seule raison. Ben, c'est la seule raison. Mais C'est pas parce qu'ils avaient une bonne connaissance des uns des autres et de leur façon de jouer et de leur système de jeu que honnêtement, je crois il y pas. avait plus d'automatisme entre eux. Ben, l'Afrique du Sud, quand elle a eu les meilleurs exploits en fin des années 90, début des années 2000, elle avait la plupart des joueurs qui jouaient en Europe.
ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour d'autres raisons vous pouvez m'inviter pour l'Afrique du Sud, je connais bien ce pays, et même l'après-apartheid a joué pour ça. Donc maintenant, on refait le match avec Sundowns, entre guillemets, 10 fois, on les gagne 10 fois, l'équipe du Maroc. Est-ce que l'Afrique du Sud avait le choix? Non. Est-ce que l'Égypte a le choix? Non. D'ailleurs, l'Égypte, les seuls professionnels qui jouent en Europe, même un Nini qui joue toujours, il n'a jamais joué aucun match avec Arsenal, il est titulaire en équipe de Marmouche, il est titulaire en équipe d'Égypte, Mustafa Mohamed qui a joué à Galatasaray est titulaire, Mohamed Salah, Hijazi qui joue à Ittihad Jeddah, il est titulaire, alors qu'ils ont le meilleur club d'Afrique qui est Ali. Donc, est-ce qu'ils ont oublié d'autres joueurs égyptiens qui jouent en Europe? Non. Ils n'ont que ça. Le Maroc a 400 joueurs en Europe. C'est un faux débat. C'est un débat vraiment qui n'a aucun sens. On a entendu beaucoup ça. Parce que quand on est à court d'arguments, on sort ce débat. Comment on sort le truc qu'ils ne jouent pas assez, pas avec le cœur, alors qu'ils nous ont pleuré comme des enfants après le match. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé gagner cette CAN plus que Hakimi, qui touche 1 million d'euros net par mois au PSG, donc il n'a pas besoin d'argent. Donc il n'a besoin que du cœur et de l'appartenance à cette nation. Maintenant, le Maroc et l'Algérie et le Sénégal, en particulier, ont beaucoup de joueurs en Europe. Ces 3 pays ont beaucoup de joueurs en Europe. Aujourd'hui, le Maroc a mis un minimum 400 joueurs en Europe. Forcément, on va prendre les 27 de ces 400. L'Algérie, la même chose. Le Sénégal, la même chose. D'ailleurs, toutes les nations qui peuvent faire jouer des joueurs en Europe, même quand ils sont en 3e division, ils les font jouer. La Mauritanie. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même une spécificité du football africain? Parce qu'Aliou Cissé le dit, lui, il lui dit, attendez, toutes les équipes se préparent, toutes les équipes sont dans le guidon, et puis maintenant, il n'y a pas de petits ou de grands joueurs, maintenant, c'est, voilà, on étudie la vidéo, on regarde comment ils jouent, où est-ce qu'ils se placent, etc., et on y va, on baisse la tête, on fonce, et on arrive à les battre. Plus on va dans la tactique, moins est permis tout ce qui est folklorique. Le football africain est folklorique, avec sa technicité et tout. Mais aujourd'hui, à part peut-être un petit peu, même pas, la Guinée équatoriale et le Cap-Vert, qui ont joué un football un petit peu spectaculaire, tout le reste a joué un football tactique avec les mêmes systèmes, avec les mêmes rigidités tactiques. Donc le football africain se transforme tactiquement, donc forcément il est moins spectaculaire, mais plus efficace. Maintenant, le joueur africain qui joue en Europe, dès qu'il revient chez lui, forcément il switch. Il switch un petit peu. Il redevient un peu européen. Il se permet en équipe nationale de faire des choses qu'il ne se serait jamais permis de faire en club. Ça, avec le cœur et le besoin de gagner, l'envie grande de gagner, à un moment, on oublie la tactique et on va à l'abordage. L'équipe de Côte d'Ivoire, par exemple, qui a justement battu le Sénégal, on entendait Aliou Cissé il y a quelques instants. Quand on voit cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est l'énergie du désespoir qui les a fait se qualifier jusqu'ici. Il y a la faute des Sénégalais un petit peu. Oui, mais il y a quand même aussi cette énergie du désespoir. Le but qui est marqué en fin de match pour égaliser, c'est un penalty. C'est un penalty, mais c'est parce qu'ils étaient tous à l'assaut, parce que... voilà. S'ils n'avaient pas le penalty, ils n'avaient pas Kessié qui marque le penalty, ils seraient battus. Ils n'ont pas eu d'occasion à part le penalty. Mais ils ont joué même contre 10, ils n'ont pas pu marquer. Maintenant, le Sénégal, après le premier but, dès la 6e minute, s'il avait accéléré pour mettre le deuxième, il aurait fini le match. Même si la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal est nettement plus fort. Donc, moi, un résultat ne change pas mon avis. Maintenant, quand on voit les 3 joueurs qui sont rentrés en fin de match en Côte d'Ivoire, c'est qui? Kessié, il a joué à Barcelone. Aller joue à Dortmund. Et Pépé a joué à Arsenal. C'est pas n'importe qui. Ils ont de grands joueurs. Les grands joueurs n'étaient pas en forme et ils n'ont pas su gérer la pression. Mais c'est un pays qui a de grands joueurs. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire au Cap-Vert ou à l'Afrique du Sud. Les joueurs sont nettement meilleurs. Ils n'ont pas su gérer la pression. Peut-être que le Maroc, contre toute attente, les a qualifiés. Un autre pays ne les aurait pas qualifiés. D'ailleurs, le Mali n'a pas joué le jeu pour que la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas. Ils ont un problème maintenant avec les Maliens, les Ivoiriens. Les Marocains ont décidé de les qualifier. Sportivement, c'était pas très justifié, mais amicalement, c'était justifié. Mais quand on voit au fond, la Côte d'Ivoire a de grands joueurs. C'est pas n'importe qui.
Mais le Sénégal reste nettement meilleur. Jouer une CAN à 16, 16 ou 32. 16 nations, c'est trop, c'est pas assez, c'est pas assez, normal, c'est c'est pas pas assez. normal. Non, il faut passer à 32. Faut passer à 32. Maintenant que la FIFA est passée à 48 pour la Coupe du Monde, on n'a Ouais. qu'à passer à 32, comme l'Europe pour la CAN, parce que ce système de 24 avec repêchage de 4 équipes qui n'ont même pas 3 points n'a aucun sens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec 2 défaites, dont l'une est historique contre la Guinée équatoriale et qui se retrouve en quart de finale, est favori pour le titre, pour moi, c'est pas légitime. Et si à la fin, sur le terrain, ils finissent par remporter cette CAN, Ben, il y a- repêche-moi. Moi qui ai perdu contre l'Afrique du Sud, repêche-moi, tu vas voir ce que je vais faire. Repêche le Sénégal maintenant. Ouais. Comme on a repêché un jour de 92, l'équipe du Danemark, qui était à la plage et qui sont venus gagner l'Euro. Ouais. Est-ce qu'ils étaient meilleurs que l'Allemagne et la France à l'époque? Non. Ils étaient repêchés. Il n'y a pas pire. Même dans un jeu de cartes, quelqu'un qui perd, que tu repêches, il finit par gagner la partie. Ça, c'est la vie. Ouais. C'est la Donc vie. il faut arrêter avec ce système Non, de il faut repêchage. arrêter. C'est pas légitime. Ça n'a aucun sens que le pays hôte perde 4-0 et se retrouve avec 3 points et soit repêché à la fin pour gagner le favori du titre sur des coups de pied arrêtés. Mais le Maroc a gagné des alliés avec ça, Ah, bien sûr. a gagné des cœurs. A gagné. On va se pencher particulièrement, si vous le voulez bien, sur les relations entre Walid El Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, avec la presse. On sait que 140 journalistes avaient fait le déplacement, des journalistes marocains avaient fait le déplacement à San Pedro pour suivre de près cette équipe. Finalement, est-ce que vous avez été déçu? Ah, moi, je suis déçu par les relations, la tournure qu'a pris la relation entre Walid et la presse sportive. D'ailleurs, je peux pas comprendre ni admettre que Walid, en plein Cannes, donne une interview à l'équipe, puis à CNN, et ne donne aux Marocains rien. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il parle à d'autres publics. Ça veut dire qu'il cherche son avenir. La presse sportive, avec ses défauts, avec tous les problèmes, reste le porte-parole du public. Et on ne peut pas passer outre la presse sportive quand on veut réussir en tant que sélectionneur. C'est pas possible. Maintenant, Walid a toute la panoplie pour être sélectionneur. Il a été ancien joueur de l'équipe nationale, il a été entraîneur assistant de Taoussi en 2013, il a été entraîneur de 2 clubs au Maroc. Donc il connaît, et il est binational, donc il a toute la panoplie nécessaire pour être le meilleur sélectionneur possible pour l'équipe du Maroc. À lui de retrouver une deuxième légitimité. Un deuxième souffle. Une deuxième légitimité plus souffle. Ouais. Et de changer quelque chose parce que il a eu des comportements dus à la surpression qui ne sont pas logiques en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a su gérer la pression de la Coupe du Monde et peut-être un peu moins celle de la CAN. Parce qu'il était favori à la CAN. Ne lui en déplaise, mais il était favori à la CAN. Ouais. Parce en Coupe du Monde, même s'il avait été sorti contre l'Espagne, personne n'aurait crié. Ni contre la Belgique, ni contre le Portugal. Donc c'était l'exploit ou rien. Il n'avait rien à perdre. En Coupe d'Afrique, il avait tout à perdre. Et ça change complètement au niveau mental. Est-ce que ça doit être l'homme de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et au Maroc et de la Coupe du Monde 2030, en partie au Maroc aussi? Moi, j'en suis convaincu.